Bonsoir, c'est l'heure de Mardi Politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Dans la deuxième partie, nous recevrons Stéphane Troussel, président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis et secrétaire national aux solidarités du PS pour évoquer la colère des profs face aux violences à l'école. Mais tout de suite, nous recevons Joachim Son-Forget. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député des Français de l'étranger, de la République En Marche, et vous êtes candidat à la tête du mouvement pour remplacer Christophe Castaner. Alors avant de vous interroger, nous allons vous écouter, mais pas comme on pourrait le penser. Voilà, ça réjouit les oreilles mélomanes de Frédéric Rivière. C'est vous qui jouez les ombres errantes de François Couperin. Alors, vous êtes un vrai couteau suisse. Vous êtes claveliniste, on vient de l'entendre, vous êtes karatéka, vous êtes docteur en médecine, diplômé en sciences cognitives à Normal Sup, vous avez 35 ans et vous avez eu cette vie comme les chats, chercheur, radiologue, humanitaire, et vous atterrissez à La République En Marche. Mais pourquoi la politique vous intéresse quand on a fait tout ça dans sa vie ? Eh bien parce que ça procède de la même curiosité. Je ne suis pas quelqu'un qui aime être un dilettante quand toutes ces choses, les ai fait souvent de manière séquentielle. Et j'y reviens parfois pour celles que je souhaite entretenir, mais c'est toujours avec une curiosité sur l'homme, sur les sociétés humaines, sur comment tout ça fonctionne et comment ça pourrait éventuellement fonctionner mieux. Donc c'est avec cet idéal peut-être un peu naïf où j'ai voulu faire la politique. Est-ce que la politique, c'est là, dans le fond, que réside le vrai pouvoir ? Non, mais c'est un espace important. Il est fait d'autant de perversité dont les hommes sont capables. Mais il est aussi fait de plein de bonnes choses et de bonne volonté. Et ça, vraiment, à nouveau, ça peut avoir l'air d'un propos naïf, mais j'y crois. Et je crois qu'on peut faire des choses meilleures et que c'est là qu'on peut améliorer le quotidien des gens. C'est pour ça que j'aime les sujets internationaux. On a l'occasion de pouvoir gêner. Moi, comme médecin, je peux soigner les patients un par un, mais c'est frustrant parce qu'avec l'action politique, vous pouvez avoir la chance de faire quelque chose pour le plus grand nombre et c'est un idéal qui me plaît. Pour rester un instant sur la musique, d'abord c'est très agréable d'en parler en effet avec un invité politique, on n'a pas souvent l'occasion. Cet extrait qu'on vient d'entendre est d'une très grande délicatesse, en effet, d'une très grande beauté. Alors il se dit que Emmanuel Macron est lui-même un mélomane très averti, un pianiste amateur certes, par définition, parce que président de la République, c'est difficile d'avoir une carrière de concertiste en même temps. Mais vous avez déjà pu en parler avec lui? Vous avez pu échanger à propos de musique? Je crois que quand je l'embête toujours pour des choses trop sérieuses relatives à la politique. Donc, mais je m'aperçois que je n'ai pas... porte d'entrée alors. Je m'aperçois que j'ai jamais pris le temps de parler de musique avec lui. Je sais qu'il aime le piano, qu'il aime la musique. J'ai cru comprendre qu'il aimait plutôt la musique romantique. J'avais souvenir à l'avoir entendu dire qu'il aimait Schumann. Qu'il aimait Bach aussi, ça nous fait un point commun, parce qu'aujourd'hui c'est plutôt vers la musique baroque, moi, c'est la musique baroque qui fait vivre mon imaginaire, et ce sont les lumières du 18e qui viennent avec, et ça génère chez moi, disons, une certaine rêverie, des idées pour l'action politique aussi. Est-ce que dans le milieu politique, vous avez l'impression de baigner dans un univers où la culture, où la sensibilité, où la délicatesse sont de mise? Elle manque souvent. Et peut-être les gens n'ont pas le temps, pris dans un certain engrenage, mais je crois que ce n'est pas démodé. Je trouvais ça un peu vieux jeu. Je dis toujours que c'est un peu vieux jeu quand je fais ces déclamations en faveur de l'humanisme des Lumières, mais le psychologue Steven Pinker, comme grand aspirateur de Bill Gates, de Trudeau, d'Obama, que je reçois dans quelques jours à l'Assemblée nationale pour une conférence et pour un dîner, vend ça dans son dernier livre, ça s'appelle Enlightenment Now. Donc il vend l'idée que ce qu'on a trouvé de mieux jusqu'à maintenant, ce sont les Lumières, c'est cette façon de pouvoir argumenter, discuter, d'enrichir avec de la culture, qu'elle soit visuelle, auditive, toucher, la danse, que vous voulez, mais c'est nécessaire parce que sinon, on fait ça pourquoi? Est-ce que la politique peut être un humanisme? Vous parliez de la
du milieu de perversité. Un sujet de bac, ça. Mais vraiment, je crois que... moi, j'ai vécu avec cet imaginaire de certains grands compositeurs, comme Froberger, un compositeur allemand du XVIIe, qui était à la fois diplomate, il passait des missives, donc il était certainement un peu agent secret, à la cour de Ferdinand III, puis Ferdinand IV. Il faisait, en même temps, il composait. Souvent, ces gens, il y a d'autres profils, pareil, qui sont à la fois astronomes, avocats, médecins. Pourquoi pas ? Alors aujourd'hui, la science est trop complète pour faire tout en même temps, mais il faut se forcer à le faire. Et le fait politique ne doit pas être traité à part. Sinon, vous avez des gens qui sont des dirigeants, mais qui sont dénués de cette part d'âme qui doit être nécessaire, parce qu'à un moment donné, il faut cette empathie, il faut cette part d'âme. Sinon, vous prenez des décisions trop techniques, trop inhumaines, et vous voyez ce qui se passe dans le monde. C'est la normalisation de l'horreur, comme le dit un de mes amis humanitaires en Syrie, et ça nous mène à des décisions qui ne prennent pas en compte le fait humain. On fait des comptes d'apothicaires, plus de morts d'un côté, moins de morts de l'autre. J'exagère un peu, mais vraiment, c'est cette part d'âme qui manque dans les décideurs d'aujourd'hui. Et si on renoue avec cette empathie et cette idée des Lumières, je crois qu'il y a de l'espoir, et c'est pour ça que la Voix de la France peut encore exister. Alors, on en parlera peut-être si vous voulez parler de politique étrangère, mais vous êtes issu de la société civile, vous n'êtes pas un politicien stricto sensu. Est-ce que vous avez envie de devenir un politicien ou est-ce que c'est qu'une étape dans votre vie ? J'ai répondu pendant ma campagne en disant que je jouerai au député pendant une mandature. Je ne joue pas, je travaille vraiment. Ouais. Je jouerai au député pendant une mandature, peut-être deux, mais l'idée de l'action en politique, on ne la perd jamais, parce que ça pourrait être égoïste aussi de faire mes concerts de clavecin pour mon propre plaisir. Il y a ce côté addictif chez quelqu'un qui interprète à sa propre musique. Attention à ne pas se renfermer. Donc non, je pense qu'il faut au contraire rester ouvert. Donc tout est un peu politique. Moi, je suis venu à la politique plutôt parce que j'avais envie d'aider des populations. Je l'ai fait avec le Kosovo, je l'ai fait ensuite avec la Syrie. Je m'intéresse à d'autres pays en Afrique, en Asie. Il y a un dénominateur commun, c'est le fait de pouvoir venir en aide à des populations. Mais pour ça, il faut être au contact d'elles, ressentir les besoins, les manques, les frustrations, et à partir de là, on dresse ce constat. C'est un peu comme la Grande Marche, excusez-moi de faire un peu d'auto-promotion, mais on fait ce constat, et ensuite on peut travailler, proposer des choses. Donc il faut à la fois cette sensibilité, mais aussi il faut la tête, il faut la rationalité, savoir organiser une pensée, déclencher les moyens d'action, les évaluer. Donc on est incomplet si on est tout dans le cœur, on est incomplet si on est dans tout raison, on est incomplet si on est dans toute action, tout physique. Et je crois qu'il n'y a rien de nouveau avec ça, mais ça mérite souvent d'être rappelé. Mais alors, cette idée que vous exprimez, cette envie d'agir finalement pour le plus grand nombre, vous disiez je peux soigner un malade, mais par la politique je peux peut-être finalement apporter des solutions à de nombreux malades en même temps, sans vouloir faire de clin d'œil à la Macronie, avec en même temps. Mais ce souci-là que vous exprimez, souci de l'autre, empathie, part d'âme. Je vous demandais tout à l'heure si la culture vous semblait être présente dans le milieu politique, à La République En Marche, chez les députés. Est-ce que ce que vous exprimez là, vous le retrouvez chez vos collègues, ou est-ce que vous êtes une sorte d'extraterrestre ? Mon collègue de droite, Marc Delade, par exemple, adore la musique classique. On en parle souvent. Oui. Il est médecin, il adore la musique. C'est pas rare d'avoir un collègue qui aime le théâtre, qui aime la danse. Et non, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve. Ça fait plaisir à voir. Mais je parlais plus là cette fois de cette volonté d'agir et de transformer. Ça manque dans la pensée politique, et j'accuse aucun collègue de quelque en particulier, ça on se doute bien. Ouais. Mais non, ça manque vraiment dans la pensée politique. C'est la raison pour laquelle, quand son éditrice m'a contacté, j'étais très content de pouvoir accueillir quelqu'un comme M. Pinker. Je fais cet effort-là dans le cadre de mon think tank Global Variation que je co-préside avec mon ami Christian Darnia. On fait cet effort de faire venir à la fois des artistes, des experts, souvent anonymes, inconnus, mais avec des bonnes idées, les mettre en face de personnalités publiques du monde entier pour générer ce dialogue, renouer avec cette façon de faire salon comme il y avait à l'époque. Et je souhaiterais qu'elle existe dans la vie politique. Et alors, dites-nous pourquoi, après nous avons exprimé tout ça, c'est vrai que c'est rare, nous sommes ravis avec Frédéric de pouvoir interroger un politique qui a d'autres dimensions aussi. Et pourquoi, dans le fond, vous êtes candidat à La République En Marche ? Pour faire quoi ? Alors, je crois qu'il serait plus confortable pour moi, par exemple, de me dire ça se passe bien, mon mandat se passe bien, la relation avec les électeurs se passe bien, mes sujets, affaires étrangères, défense, je suis dans mon couloir,
je me sens utile, bon, ce serait plus simple de dire je fais ça, et puis, mais ce serait égoïste. Et moi, j'ai construit ce mouvement avec les autres, peut-être loin du Cénacle parisien, parce qu'on était les uns en province, les uns à l'étranger. Mais j'étais animateur local tout au début, dès début avril. J'ai été référent. J'ai fait ce qu'il fallait pour aider, essayer de trouver des contributeurs au mouvement. Donc, et puis après, voilà, vous savez la suite. Vous faites partie des déçus ou pas, hein? Mais non, justement. Qui considèrent qu'il n'y a pas de démocratie interne, mais c'est pas ça juste. marche pas très bien. En fait, on ne va pas se poser la question si la bouteille est à moitié pleine ou à moitié vide. Il faut juste demander comment on peut encore remettre de la flotte dedans. Excusez-moi, mais c'est ça qu'il faut faire. Donc, au lieu de regarder les choses, les contempler en disant est-ce que c'est mal, est-ce que c'est bien, mais essayons de. Donc moi, je trouve qu'il serait trop égoïste de ne pas m'impliquer dans la vie de ce mouvement. J'ai envie de l'aider. Bien sûr, j'ai cette fidélité au président de la République. Je l'ai rappelé plusieurs fois, et je souhaite vraiment continuer à l'aider dans cette mission de faire de la politique autrement. C'est pas toujours facile, mais faisons ce qu'on peut. Mais est-ce que la manière dont Emmanuel Macron est président de la République, parce qu'il a transformé la fonction, est-ce que sa politique, ses réformes et donc cette façon qu'il a d'être président de la République correspondent à ce pourquoi vous vous êtes engagé ? Moi, je ne suis pas déçu du personnage et de l'action. Je n'ai pas la prétention d'être un intime, mais je crois comprendre sa pensée, et que c'est en même temps, ce n'est pas un en même temps de velléitaire, c'est un en même temps de croire avec les tripes, avec le cœur, à différentes dimensions de la vie politique qu'on veut parfois opposer. Et les gens que j'ai pu rencontrer, qui l'ont lui-même rencontré à différentes périodes de sa vie, font état de la même personne. Une personne qui a cette envie d'émancipation, ce goût de la liberté, et en même temps ce sens de la responsabilité, de la solidarité. C'est pas un rôle qu'il invente. J'espère que ce n'est pas un rôle que j'invente non plus. J'y crois aussi avec le cœur, et c'est le sens de mon action auprès de lui. Alors justement, vous parliez de ce « en même temps » qui a été un slogan de conquête, mais 1 an et demi après, cette troisième force en quelque sorte qui a été créée, qu'on appelle le macronisme, aujourd'hui, est-ce que c'est pas un peu galvaudé? Le macronisme, c'est quoi? Quelle idéologie il y a derrière? Est-ce que tout ça, en réalité, ne manque pas? Est-ce que c'est pas ça qui manque à Macron, d'expliquer réellement et de comprendre aujourd'hui, idéologiquement, ce que c'est que être macroniste? Mais vous faisiez quoi à la culture? Et ça pourrait nous rappeler cette citation de Churchill que je vais évidemment pas arriver à redire maintenant, mais au fond, si on enlève la culture pour qu'on se batte, etc. Mais vous voyez où je veux en venir, c'est-à-dire que le macronisme, c'est peut-être juste l'idée qu'on cherche un idéal de vie meilleur pour nos concitoyens, et que cette pensée politique-là, elle doit voir plus loin que des petits ajustements, et de vouloir placer ça sur une réglette qui irait de gauche à droite. Donc je pense que toutes les recettes sont bonnes à prendre tant qu'elles ne mènent pas vers l'extrême, vers le rejet de l'autre, tant qu'elles ne mènent pas vers des situations qui finalement vont engendrer de nouveaux clivages. Donc je dirais que toutes les recettes sont bonnes à prendre tant qu'on part de ce corpus idéologique qui est profondément humain. Et ça, forcément, c'est toujours à réinventer. Parce que la vie change, parce que le pays change, parce qu'il faut inventer de nouvelles recettes qui n'étaient pas forcément prévues sur un programme politique au départ. Mais c'est en cela où je pense qu'il n'y a pas de vraie rupture politique. La vraie rupture, ce serait d'affirmer haut et fort que pourquoi on se bat, ce sont ces valeurs de démocratie. Enfin, c'est pas une vraie rupture, c'est juste de dire nos principes. Et quand on dit progressisme versus populisme, oui. C'est pas vraiment versus populisme. Je crois que c'est nationalisme. Oui, ça me semble plus adapté, par exemple. Mais l'idée du progrès, c'est l'idée de regarder devant soi. Qu'est-ce qu'on peut faire de mieux, de toujours s'améliorer. C'est simplement ça. Ça n'est pas particulier à Emmanuel Macron. Tous les présidents de la République sont arrivés au pouvoir en disant je vais essayer d'améliorer le sort de mes concitoyens. Il y a rien de révolutionnaire dans cette proposition. Tout de même, ça, vous en êtes conscient. Non, mais par contre, ce qui est assez nouveau et révolutionnaire, je trouve, c'est l'idée d'associer la liberté et la solidarité. Enfin, vous vous rappelez de la démonstration devant les enfants en salle de classe, je me suis toujours rappelé, c'est de dire la liberté, c'est peut-être une valeur auquel les gens de droite croient plus, l'égalité, c'est plutôt une valeur auquel les gens de gauche croient plus, et ce qui lie le tout, c'est la fraternité. Bon, c'est vraiment quelque chose de beau, parce que je pense que vraiment, il y a ça. Vous avez des Français qui sont des fois paradoxaux, hein. Ils ont envie d'une certaine égalité de traitement, en même temps, ils ont envie d'émancipation. Bon, eh bien...
il faut réunir ce qui était part. Et là, je crois qu'il n'y a pas, il y a rien de, ça n'a pas l'air extraordinaire, mais c'est ce qu'on a trouvé de mieux jusqu'à maintenant, et c'est vachement mieux que le totalitarisme. Alors tout à l'heure, vous citiez Churchill, et il disait une chose aussi, quand vous traversez l'enfer, keep going, continuez à y aller. Est-ce que Emmanuel Macron, qui a traversé un petit enfer, la baisse dans les sondages, il est, on va dire, assez... pas décrédibilisé, puisque dans le fond, il lui reste un atout, c'est que c'est l'homme qui continue à pouvoir réformer ou transformer la France comme il le dit. Mais est-ce qu'il y a des changements à faire, des réglages à faire ? Ou faut qu'il reste comme il est ? On a vu des tentatives de différents partis d'utiliser un comportement déviant sur le moment de quelqu'un de l'entourage. C'est déjà difficile de s'occuper de soi-même, on ne peut pas non plus être responsable des actions de tout un chacun autour de soi, malheureusement. Alors moi je veux bien, mais si on veut voir l'intérêt collectif, le but c'est pas de détruire un système à tout prix pour prendre la place, enfin c'est un peu infantile. Moi ce que je pense que c'est quelqu'un qui écoute, j'ai eu l'occasion. On lui fait le reproche inverse. J'ai eu l'occasion un peu de voir travailler, de voir la méthode. C'était public sur la question de l'Aquarius, sur laquelle nous avions travaillé ensemble cet été. J'ai vu quelqu'un qui écoutait, qui prenait la température, qui lisait lui-même, qui allait regarder ce qui se passait, pas comme quelqu'un isolé dans une tour d'ivoire, loin de là. Donc moi, je veux le redire haut et fort, et c'est pas juste un message de soutien pour dire le président est parfait, c'est pas ça. Il y a un président qui continue d'être à l'écoute, malgré ce qui peut se dire. Et puis s'il peut être un peu direct parfois, écoutez, ça fait aussi on est tous comme ça, on a tous des moments où on a envie d'être direct, d'être bousculer, de bousculer les idées, des choses dormantes. Et puis il y a des moments pour tout. Heureusement, mais je dirais que si vous cherchez des imperfections, c'est peut-être ce critère d'humanité en fait qui correspond à cette imperfection que vous voulez voir. Le président, ça ne doit pas être un homme parfait, sinon ce serait un robot. Vous voulez pas des robots. On parle toujours de cette IA qui remplacera l'homme, ces fantasmes là. Alors non, on veut des hommes qui seront capables de se remettre en question. Mais je crois que le président de la République sait se remettre en question, et c'est pour ça qu'on avance. Je vais vous poser une petite question d'actualité. On en parle beaucoup depuis quelques jours. Ce jeune homme qui a menacé sa professeure avec une arme, dont on a su après qu'elle était factice, dans un lycée de Créteil. Ça a été publié sur les réseaux sociaux. Il y a un comparse qui vient faire des doigts d'honneur à l'image. Est-ce que vous ne pensez pas qu'en posant à Saint-Martin aux Antilles, en posant pour un selfie avec un repris de justice qui fait lui-même un doigt d'honneur devant le photographe, aux côtés d'Emmanuel Macron, et en expliquant après qu'il assumait, parce qu'il aime tous les enfants de la République, quelles que soient leurs bêtises. Est-ce que le président de la République, à ce moment-là, ne banalise pas ce type de comportement finalement très grave ? Non, je crois que franchement, à nouveau, il est plutôt bon pour le président de la République de dire qu'il chérit tous les enfants de la République. Ça, c'est une chose. Après, mais il ne faut pas que la bonté confine dans la naïveté non plus. Non, évidemment, mais ne soyons pas... Non. Nous vivons dans un monde qui est fait de beaucoup de perceptions, de beaucoup de communication, et avec une certaine tendance à surinterpréter tous faits et gestes dans le monde politique. Ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve dommage, parce que finalement, on fait des liens de cause à effet entre deux choses décorrélées. Ça se passe pas au même endroit, ça ne se passe pas dans un même contexte, et on voudrait les associer parce qu'il y a une temporalité qui fait que c'est un raisonnement facile, une association d'idées facile. Non, parce que c'est aussi une façon de dire tout cela n'est pas très grave. Ce jeune homme qui fait un doigt d'honneur aux côtés du président de la République. Le président, il a eu beaucoup d'occasions de montrer qu'il avait une certaine fermeté sur ses valeurs au niveau de l'éducation. Il l'a dit aussi par la voix de son ministre Jean-Michel Blanquer. Il y avait eu cette idée du service national universel qui est venu, vous rappelez-vous, au milieu de la campagne, comme un rajout, parce qu'on a écouté, parce qu'on a pensé que c'était une idée valable. Moi-même, au début, j'ai été sceptique, parce que je me suis dit, oh là là, est-ce qu'on devrait, si on m'imposait un service, est-ce que j'aurais envie d'y aller? Puis je me suis posé la question, et j'en suis venu à la conclusion que c'était une bonne idée. Je pense même qu'il faut des idées en plus. J'ai suggéré, je le resuggérais officiellement au ministre Blanquer et au président, il faudrait une sorte de cérémonie d'entrée dans la citoyenneté française, vers 11-12 ans, organisée par les enfants, dans le temps scolaire, pour sentir ce sentiment patriotique. Ça pourra aider à ce que des comportements éventuellement déviants surviennent de moins en moins.